Mon plus jeune fils, Pilote, m'a appelé. Maman, il se passe quelque chose d'étrange. Ma belle-sœur est à la maison. Oui, elle y est, ai-je répondu. Elle est sous la douche. Sa voix est tombée à un murmure. C'est impossible. J'ai son passeport dans les mains. Elle vient d'embarquer sur mon vol pour la France. À cet instant même, j'ai entendu des pas derrière moi. Je suis contente que tu sois rentrée. Si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, aime, abonne-toi à la chaîne et dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où elle est arrivée. Ce matin, comme n'importe quel autre, je me dépêchais de faire la vaisselle après le petit déjeuner. Mon fils aîné, Steven, était parti travailler tôt, laissant la maison silencieuse. Son fils, mon petit-fils Matthew, ce petit malin de 7 ans, avait déjà été ramassé par le bus scolaire. Et Araceli, ma belle-fille, la femme de Steven, venait de monter à l'étage. Sa voix douce me parvenait. Maman, je vais prendre une douche rapide. D'accord. J'ai hoché la tête en souriant. J'avais à peine rangé la dernière assiette que le téléphone fixe a sonné. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et j'ai couru répondre. La voix joyeuse et jeune de mon plus jeune fils, Ivan, a rempli la ligne. Maman, je voulais juste te dire bonjour. J'avais un peu de temps libre pendant une escale à l'aéroport. Entendre sa voix, c'était comme une étreinte chaleureuse. Ivan est ma fierté, un jeune copilote toujours en mouvement, qui réalise le rêve d'enfant qu'il avait de conquérir le ciel. J'ai souri et je lui ai posé quelques questions sur son vol, sur comment il allait. Il a ri de bon cœur et a dit que tout allait bien, que le travail se passait sans accroc. Mais soudain son ton a changé, comme s'il hésitait à dire quelque chose. Hé maman, il s'est passé un truc vraiment bizarre. Ma belle-sœur est à la maison. J'étais perplexe. J'ai regardé vers l'escalier, d'où j'entendais encore l'eau couler dans la salle de bain. Bien sûr que oui, mon chéri. Araceli est à l'étage en train de prendre une douche. Ai-je répondu tout à fait certaine. Araceli m'avait parlé il y a moins de 10 minutes, et elle portait ce chemisier blanc qu'elle mettait toujours à la maison. Comment pouvais-je me tromper? Mais à l'autre bout du fil, Ivan est resté silencieux longtemps. Si longtemps que j'entendais sa respiration. Puis sa voix est devenue très sérieuse, pleine d'émerveillement. Maman, c'est impossible parce que j'ai son passeport juste là, dans ma main. Elle vient de monter à bord de mon vol pour la France. J'ai ri, pensant qu'il avait dû se tromper. Oh, mon chéri, tu as dû mal voir. Je viens de voir Araceli. Elle m'a même dit qu'elle allait prendre une douche. J'ai essayé d'expliquer calmement pour le rassurer, mais il n'a pas ri. Il ne m'a pas répondu comme il le faisait toujours. Il m'a parlé d'une voix lente, comme s'il essayait de remettre l'histoire dans l'ordre dans sa tête. Après que tous les passagers ont embarqué, il est sorti chercher des papiers qu'il avait oubliés et a trouvé par hasard un passeport près de la porte d'embarquement. Au début, il a pensé le remettre au personnel de l'aéroport. Mais quand il l'a ouvert pour voir à qui il appartenait, il s'est figé. La photo, c'était Araceli. Son nom était là, clair comme le jour. Impossible de se tromper. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais j'ai essayé de rester calme. Tu es sûr, Ivan? Ce passeport pourrait être celui de quelqu'un d'autre, ai-je dit, même si une petite épine d'inquiétude m'avait déjà piqué. Ivan a soupiré, et sa voix était maintenant un mélange de stupeur et de fermeté. Maman, je viens de descendre dans la cabine passager pour vérifier si c'était elle. Elle est assise en première classe à côté d'un homme qui a l'air très riche et élégant. Ils se parlaient tout près, comme un couple. Les mots d'Ivan ont été comme un coup de poignard. Je suis restée figée, serrant le combiné. J'avais la tête qui tournait. Un couple. Impossible. Je venais d'entendre la voix d'Araceli à l'étage. Je venais de la voir en chair et en os dans cette maison. Mais à cet instant précis, le bruit de l'eau dans la salle de bain s'est arrêté. J'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir et la voix d'Araceli est descendue dans l'escalier. Douce, mais assez forte pour me faire sursauter. Maman, c'est qui? J'ai paniqué. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait sortir de ma poitrine. Juste une amie.
ai-je répondu vite, la voix tremblante, et je me suis dépêchée d'aller au salon pour éviter le regard d'Araïseli, tandis qu'elle passait la tête depuis l'escalier, les cheveux encore trempés. J'ai fermé la porte et j'ai chuchoté dans le téléphone, essayant de ne pas laisser paraître ma nervosité. Ivan, je viens d'entendre Araceli. Elle est ici. Elle vient de finir sa douche. Tu es sûr que tu ne t'es pas trompé? De l'autre côté, Ivan est resté silencieux encore une fois. Puis sa voix est devenue plus dure. Maman, c'est impossible. Je l'ai juste devant moi dans cet avion. Je la regarde en ce moment. Je suis restée sans voix, l'esprit vide. J'ai raccroché, les mains tremblantes au point de faillir laisser tomber le combiné. Le salon est soudain devenu étouffant, même si le soleil brillait dehors. Je me suis affalée sur le canapé en essayant de respirer profondément, mais ma poitrine était lourde d'une question sans réponse. Si Iseli était ici, qui était la femme sur le vol d'Ivan? Et si la femme dans l'avion était Ara Iseli, qui était la personne dans ma maison? Quelques minutes plus tard, Ara Iseli est descendue à la cuisine. Elle portait une robe bleu clair propre, ses cheveux encore humides, et elle a souri avec la même douceur que toujours. Maman, je vais au marché tôt aujourd'hui. Tu veux que je te prenne des légumes ou autre chose? Sa voix était gentille, familière, comme si rien d'étrange ne se passait. Je l'ai regardée, essayant de forcer un sourire, mais à l'intérieur j'avais l'impression de porter des pierres. Oui, ma chérie, prends des tomates, s'il te plaît, ai-je répondu, la gorge sèche. Araceli a hoché la tête. Elle a pris son panier en osier et est sortie de la maison. Sa silhouette a disparu derrière le portail. Je suis restée là à la regarder partir, avec un tourbillon dans l'âme. Je ne croyais pas qu'Ivan me mentait. Mon fils n'avait aucune raison d'inventer une histoire pareille. Il avait toujours été un garçon honnête, très sensible et affectueux avec sa famille. Mais Araceli, la belle-fille avec qui je vivais depuis tant d'années, était aussi devant moi en chair et en os, inconfondable. Je me suis demandé, y a-t-il quelque chose que j'ai raté? Y a-t-il un secret dans cette maison que moi, une vieille femme, je n'ai jamais remarqué? Je suis restée assise en silence dans le salon, tandis que le soleil de midi filtrait à travers les rideaux, projetant de fines bandes de lumière sur le sol carrelé. Le vieux fauteuil, où je m'assieds toujours pour tricoter ou lire des histoires. À Matthew me semblait plus lourd maintenant. L'appel d'Ivan résonnait dans ma tête. Chacun de ces mots était comme un coup de marteau dans mon cœur. J'ai regardé autour de moi la pièce où étaient accrochées les photos de famille. Steven et Araceli le jour de leur mariage, Matthew nouveau-né et le sourire éclatant d'Ivan lorsqu'il a enfilé pour la première fois son uniforme de pilote. Tous ces souvenirs semblaient désormais couverts d'un voile, flou et plein de doutes. Je m'appelle Stella Brooks, une veuve de 65 ans qui vit dans un quartier calme de classe moyenne à Phoenix, en Arizona. Mon mari, Raphaël, est décédé il y a 10 ans, me laissant avec les 2 fils que j'aime plus que ma propre vie. Steven, l'aîné, est un architecte travailleur, toujours plongé dans ses plans et ses projets. Ivan, le cadet, est ma fierté pour avoir réalisé son rêve de devenir pilote. Ma vie tourne autour de la petite famille de Steven, de ma belle-fille Araceli, de mon petit-fils Matthew, et des journées paisibles dans cette maison. Araceli, ma belle-fille, était toujours le modèle parfait à mes yeux. Elle était belle, industrieuse, toujours impeccable, depuis sa façon de s'habiller jusqu'à la manière dont elle s'occupait de Matthew. Je me souviens encore du jour de leur mariage, une grande fête organisée dans le jardin de la maison de ses parents. Même si la famille d'Araceli n'était pas riche, ils avaient fait de leur mieux pour que tout soit parfait. Araceli est entrée dans ma maison avec un sourire confiant et un regard brillant, comme si elle était née pour être une épouse et une mère merveilleuse. Je me disais à quel point j'avais de la chance d'avoir une belle-fille comme elle. Après qu'Araceli est partie au marché, je suis restée assise, serrant inconsciemment le bord de la nappe. L'appel d'Ivan m'a fait réexaminer de petits détails qui m'avaient semblé normaux auparavant. Il y avait des jours où Araceli quittait la maison en disant qu'elle allait au marché ou voir une amie, mais quand elle revenait, elle semblait être une autre personne. Un jour, elle était toute douceur,
serrant Matthew dans ses bras et chantant pour l'endormir. Mais d'autres jours, elle était de mauvaise humeur et me criait dessus simplement parce que j'avais oublié de remettre la salière à sa place. Je pensais que c'était juste les sautes d'humeur d'une jeune femme. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûre. Mon cœur était noué comme si quelqu'un brouillait tous les souvenirs que j'avais chéris si longtemps. Je me souviens qu'il y a quelques mois, Araceli a pris un stylo pour écrire la liste des courses de la main droite. Son écriture était très droite et soignée. Mais le lendemain, je l'ai vue utiliser sa main gauche et elle écrivait avec plus de boucles, comme si elle n'y était pas habituée. Je lui ai demandé: «Depuis quand tu écris de l'autre main, ma chérie?» Elle a ri et a répondu vite: «Oh, juste pour m'amuser, maman. Je m'entraîne.» J'ai hoché la tête sans y penser davantage. Mais maintenant, ce détail était devenu une pointe aiguë dans mon esprit. J'étais perdue dans mes pensées quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Matthew a couru à l'intérieur, son sac à dos sautillant sur ses épaules. Il m'a serré très fort en disant de sa petite voix gazouillante: «Mamie, la maîtresse m'a félicité aujourd'hui parce que je dessine trop bien.» Je lui ai caressé la tête, essayant de sourire, mais je sentais toujours un poids dans la poitrine. Matthew s'est assis et a sorti son cahier pour me le montrer. «Mamie, regarde. Hier, maman m'a aidée avec mes devoirs de la main droite et son écriture était tellement jolie. Mais aujourd'hui, elle a écrit de la main gauche et c'était plus moche.» Le garçon a montré 2 pages du cahier, l'une avec des lettres bien formées et l'autre avec des lettres tordues. J'ai regardé l'écriture et mon cœur s'est affaissé. «Ta maman devait être occupée aujourd'hui. Elle était sûrement fatiguée. C'est pour ça qu'elle a écrit comme ça», ai-je dit en essayant de cacher ma confusion. Mais Matthew a levé ses yeux innocents. «Mamie, ma maman est trop bizarre. Certains jours elle me serre très très fort, mais d'autres jours elle ne me regarde même pas.» Les mots de mon petit-fils ont été un autre coup de poignard. Je l'ai pris dans mes bras pour le réconforter, mais dans ma tête tout commençait à s'en mêler. À ce moment-là, la sonnette a retenti. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte et j'ai vu Madame Collins, ma bonne voisine, debout avec l'assiette qu'Araceli lui avait apportée la veille. Elle a souri avec sa gentillesse habituelle, mais il y avait de la curiosité dans ses yeux. «Stella, ta belle-fille est si gentille, mais hier j'ai remarqué qu'elle m'a donné l'assiette de la main gauche, et tu m'as dit qu'elle était droitière, non? C'est étrange. Ou alors elle se sert des 2 mains.» J'ai forcé un sourire et j'ai répondu: «Peut-être, Hélène. Tu veux entrer pour un thé?» Elle a hoché la tête et est entrée, mais son commentaire était comme une épine plantée en moi. Ce n'était pas seulement moi. Même les voisins avaient remarqué la différence. Je lui ai servi du thé et nous avons parlé de tout et de rien. Mais dès qu'elle est partie, je me suis laissée tomber sur le canapé, la main sur la poitrine. Je me sentais glacée, comme si le monde s'écroulait sur moi. Cet après-midi-là, je suis sortie dans le jardin avec l'arrosoir, essayant de laisser l'eau tomber doucement sur les marguerites que je cultivais depuis des années. Le soleil commençait à se coucher. Les ombres des arbres s'étiraient dans la cour, mais mon âme ne trouvait pas la paix. Les paroles de Matthew, de Madame Collins et la voix ferme d'Ivan au téléphone tournèrent dans ma tête comme des cailloux jetés dans un lac calme, créant des ondulations qui ne s'arrêtaient pas. J'arrosais les plantes, mais mon esprit n'y était pas. Je me demandais: suis-je trop vieille maintenant pour remarquer les choses étranges qui se passent dans ma propre maison, ou ai-je fermé les yeux volontairement, voulant croire au bonheur de la famille dont j'ai toujours rêvé? Araceli est revenue du marché en portant son panier en osier. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'elle le tenait de la main gauche. Je me souvenais parfaitement qu'Araceli utilisait toujours sa main droite, que ce soit pour tenir le couteau en coupant les légumes ou pour coiffer les cheveux de Matthew. Je l'ai regardé poser le panier sur la table de la cuisine et je lui ai demandé d'une voix basse: «Qu'est-ce que tu as acheté, Araceli?» Ma voix essayait d'avoir l'air naturel, mais à l'intérieur, une vague de suspicion grandissait. Elle a souri et a répondu très poliment: «J'ai pris des tomates, de la coriandre et du poisson frais. Maman, je vais faire le poisson rôti que tu aimes tant ce soir. Ça te va?» Sa voix était douce comme toujours, mais je ne pouvais pas m'empêcher de regarder ses mains. La gauche? Non, la droite.
J'ai hoché la tête et je me suis détournée, faisant semblant de nettoyer la table, mais mon cœur battait fort. Est-ce que j'imaginais tout ça, ou ces petits détails essayaient-ils de me dire quelque chose? À l'heure du dîner, toute la famille s'est réunie à table. Steven était fatigué après une longue journée de travail, mais il souriait quand même à Matthew et lui demandait comment s'était passée l'école. Araceli mangeait lentement, avec délicatesse, et se tournait même vers Steven pour lui rappeler: Chérie, la réunion parents-professeurs est la semaine prochaine, alors assure-toi de prendre ta journée. Je la regardais, essayant de retrouver la belle fille dont j'étais si fière. Mais dans ma tête, la voix d'Ivan continuait de résonner. Elle est assise en première classe à côté d'un homme. Je me suis mordu la lèvre, essayant d'avaler l'angoisse, mais c'était comme une pierre coincée dans ma gorge. Seulement 3 jours plus tard, tout était différent. Matthew a fait tomber un verre d'eau pendant le dîner, et l'eau a éclaboussé toute la nappe. J'ai vite pris un chiffon pour nettoyer en riant. Ce n'est pas grave, mon chéri, fais juste un peu plus attention. Mais Araceli, assise en face de lui, a soudain froncé les sourcils et a dit d'une voix tranchante: Matthew, pourquoi es-tu si maladroit? Fais plus attention. Je suis restée stupéfaite en regardant Steven. Lui aussi a froncé les sourcils et a dit d'une voix basse: Araceli, c'était un accident, c'est tout. Elle s'est tournée, une étincelle de colère dans les yeux. Tu le défends toujours, et moi je finis par passer pour la méchante dans cette maison. L'atmosphère à table s'est alourdie. Matthew a baissé la tête, les yeux pleins de larmes. Je l'ai serré contre moi, ressentant une douleur profonde. Quelques jours auparavant, Araceli lui rappelait l'école avec amour, et maintenant elle semblait être quelqu'un d'autre. Je suis restée assise à côté d'elle, observant en silence, essayant d'assembler les pièces dans ma tête. Aujourd'hui, elle était irritable. L'autre jour, elle était si douce. Aujourd'hui, elle utilisait sa main gauche. L'autre jour, la droite. Ces petites différences s'accumulaient dans mon esprit comme des pièces d'un puzzle que je n'arrivais toujours pas à voir entièrement. Je me suis dit que je devais me calmer. Mais chaque fois que je regardais Araceli, je voyais une étrangère, comme si elle n'était pas la belle-fille avec qui j'avais vécu tant d'années. Quelques jours plus tard, j'ai emmené Matthew à l'école. Il tenait ma main tandis que nous marchions dans la même vieille rue pavée. Soudain, il s'est arrêté, m'a regardé et a dit d'une voix triste: Mamie, hier maman m'a appris à écrire et elle était si patiente. Son écriture était si jolie, mais aujourd'hui elle n'a même pas voulu regarder mes devoirs. Elle m'a dit de le faire tout seul. Je me suis agenouillée pour plonger mon regard dans ses yeux clairs et j'ai senti mon cœur se briser. Ta maman était occupée, mon chéri. Ne sois pas triste, ai-je dit, mais ma voix tremblait. Matthew a hoché la tête, mais son regard était encore plein de déception. Je l'ai serré dans mes bras, ressentant une immense impuissance. Il n'a que 7 ans. Comment aurait-il pu comprendre quelque chose que moi-même je n'arrivais pas à élucider? Cette nuit-là, nous nous sommes assis de nouveau pour dîner. Soudain, Araceli a sorti un petit carnet de son sac et a commencé à écrire quelque chose de la main gauche. Steven, qui se servait à manger, a ri soudain. « Hé, depuis quand tu écris de la main gauche? Ça fait tellement bizarre. » Araceli s'est figée, un sourire forcé sur les lèvres. « Oh, juste pour expérimenter, chérie. » Elle a vite rangé le carnet dans son sac, mais j'ai vu une lueur de panique dans ses yeux. Steven a secoué la tête et n'a rien dit de plus, mais je savais qu'il avait lui aussi remarqué quelque chose d'étrange. Je suis restée là, serrant ma cuillère, essayant de garder un visage neutre, mais à l'intérieur, les doutes grandissaient comme un feu lent. Un matin, j'ai pris un pot d'épices vide et j'ai traversé la même vieille rue pavée pour aller chez Madame Collins. Araceli l'avait emprunté il y a quelques semaines, disant que c'était pour faire le chili qu'elle aimait tant. J'ai frappé à la porte et Madame Collins m'a ouvert avec son sourire gentil habituel. « Stella, entre. Laisse-moi te faire un café, » a-t-elle dit, un chiffon encore à la main. Je lui ai donné le pot, pensant la remercier et partir, mais elle m'a tiré pour que je m'assoie sur une chaise en bois dans sa cuisine. L'atmosphère était chaleureuse.
Ça sentait le café torréfié, mais je n'arrivais pas à me détendre. Madame Collins m'a regardé avec des yeux pleins de doute et a baissé la voix. Stella, s'il te plaît, ne te fâche pas pour ce que je vais dire. La personnalité de ta belle-fille a changé. Un jour, elle me salue avec tellement de joie et me demande même des nouvelles de mes enfants. Mais hier, elle est passée ici. Je lui ai fait signe et elle n'a même pas reconnu ma présence, comme si elle ne me connaissait pas. Les paroles de Madame Collins ont été une autre pierre dans le lac trouble de mon cœur. J'ai forcé un sourire et j'ai répondu « Elle devait être pressée, Hélène, tu sais comment sont les jeunes aujourd'hui. » Mais à l'intérieur, j'étais en miettes. Je savais que Madame Collins ne parlait pas pour parler. C'est une personne très sensible, qui fait toujours attention aux détails. Si même elle avait remarqué à quel point Araïseli était étrange, alors mes soupçons n'étaient ni plus seulement dans mon imagination. Je suis restée un moment, j'ai bu une gorgée du café désormais froid, et j'ai dit au revoir, le cœur lourd. Sur le chemin du retour, je suis passée devant la boulangerie de M. Johnson, où j'achetais toujours du pain sucré pour Matthew. M. Johnson était au comptoir, et en me voyant, il a souri. « Madame Brooks, qu'est-ce que je peux prendre pour le petit champion aujourd'hui ?» J'ai demandé des pâtisseries, et il m'a soudain demandé « Vous êtes la mère de Steven, c'est ça? Sa femme est passée l'autre jour, si gentille. Elle m'a même dit à quel point mon pain était délicieux. Mais ce matin, elle est revenue avec une mine renfrognée. Elle a acheté le pain et n'a même pas dit merci. Elle est juste partie. » Je me suis figée, serrant la poignée de mon sac à main. « Elle devait être fatiguée, Joe, » ai-je répondu, la voix tremblante. Je l'ai remerciée vite et je suis sortie. Les mots de M. Johnson étaient un autre couteau, taillant plus profondément dans les doutes qui grandissaient en moi. Quand je suis rentrée, je me suis fait du thé et je me suis assise sur le perron. Le vent soufflait doucement, portant le parfum des marguerites du jardin. J'ai regardé la rue qui menait au marché, où Araceli marchait toujours. Soudain, je l'ai vue revenir, portant son sac de course, mais elle m'a salué d'une voix sèche. « Bon après-midi, maman. » Pas de sourire, pas de joie comme la veille quand elle se vantait d'avoir fait une bonne affaire sur la coriandre. J'ai hoché la tête et j'ai répondu d'une voix basse. « Tu es déjà de retour. » Mais à l'intérieur, je ne pouvais m'empêcher de l'observer plus attentivement. Le chemisier qu'elle portait aujourd'hui était bleu marine, différent du chemisier blanc qu'elle avait lorsqu'elle était partie. J'ai essayé de lui demander d'une voix douce « Pourquoi tu as changé de chemisier ?» Arizeli a marqué une pause d'une seconde, puis a répondu rapidement. « Oh, je l'ai taché et j'ai dû changer. » Elle a esquissé un demi-sourire et s'est dépêchée d'entrer dans la cuisine. Je suis restée là, la tasse de thé dans les mains, avec l'impression qu'un rocher écrasait ma poitrine. Les paroles de Madame Collins, celles de Monsieur Johnson et la façon dont Araceli m'avait répondu forçaient tout à s'arrêter de glisser sous le tapis. Ce soir-là, nous dînions tous. Matthew parlait de l'école avec sa petite voix joyeuse, mais j'ai remarqué qu'Araceli se contentait de hocher la tête sans lui répondre, contrairement à d'autres fois. Quand Steven a demandé « Tu as fini de manger pour que ta maman puisse débarrasser les assiettes ?» Matthew s'est soudain tourné vers moi et a dit innocemment « Mamie, oh, maman ne m'a pas chanté pour m'endormir. Mais hier, elle a chanté cette chanson, Cielito lindo, que tu me chantes toujours, et c'était trop beau. » J'ai regardé Araceli, qui se servait sans réagir. Mais les mots de Matthew étaient comme une aiguille dans mon cœur. Cette berceuse, ce Cielito lindo que je chantais à Steven et à Ivan, seule Araceli et moi la connaissions dans cette maison. Alors pourquoi l'avait-elle chantée hier et pas aujourd'hui? Pourquoi changeait-elle si vite? Je me suis levée pour débarrasser, mais mon esprit n'y était plus. Je me suis souvenue des fois où Araceli quittait la maison en disant qu'elle allait voir une amie, puis revenait avec un regard étrange. Un jour, elle avait rapporté un bouquet de fleurs fraîches, disant qu'une amie les lui avait offertes. Mais un autre jour, elle s'était mise en colère quand je lui avais demandé « Où es-tu allée aujourd'hui pour rentrer si tard ?» Je pensais que c'était des choses sans importance, mais maintenant elles me semblaient être les pièces d'un secret bien plus grand.
Je ne voulais pas croire qu'Arizeli me cachait quelque chose, mais chaque mot, chaque geste de sa part me faisait douter. Ce soir-là, après avoir nettoyé la cuisine, je me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai sorti d'un tiroir un vieux carnet. Ma main tremblait quand j'ai écrit la première ligne. 15 heures ans. Araceli part au marché, revient à 18 heures ans en portant un chemisier bleu. Attitude irritable. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je savais que je ne pouvais plus faire semblant que rien ne se passait. J'ai continué d'écrire. Hier, elle a chanté à Matthew pour l'endormir, tendre. Aujourd'hui, elle était froide, n'a pas chanté. Chaque mot était un trait lourd, comme si je gravais mes soupçons dans la réalité. Mon vieux carnet était maintenant rempli de notes sur Isheli. Chaque ligne était un morceau de mon doute, comme si je peignais un tableau que je n'osais pas regarder. Je suis restée dans la cuisine, le cœur lourd, fixant le carnet. Je ne pouvais plus garder toutes ces pensées pour moi. Elles étaient comme des vagues qui montaient et redescendaient, me laissant seule dans ma confusion. Il me fallait parler à quelqu'un, quelqu'un qui me comprendrait, qui ne me jugerait pas, qui ne tirerait pas de conclusions hâtives. J'ai immédiatement pensé à Carole, ma meilleure amie, qui est avec moi depuis que nous étions jeunes, quand nous nous asseyions pour tricoter sous un arbre et nous raconter nos vies. J'ai décroché le téléphone, la voix tremblante. « Carole, tu es libre cet après-midi? Allons au café au coin de la rue. J'ai besoin de parler. » Carole a accepté aussitôt, sa voix aussi chaleureuse que toujours. « Stella, je savais que quelque chose n'allait pas. Attends-moi, j'arrive. » J'ai senti un peu de soulagement, mais l'inquiétude pesait toujours. J'ai mis mon vieux châle et je suis sortie pour rejoindre le petit café au coin où Carole et moi avions partagé tant de joies et de peines. Le lieu était le même, avec ses tables en bois sombre et cette délicieuse odeur de café fraîchement torréfié. J'ai choisi une table dans un coin où la lumière était faible pour que personne n'entende notre conversation. J'étais là, serrant la tasse de café brûlante, mes l'âme glacée. Je me demandais comment j'allais lui raconter toutes ces suspicions. Comment j'allais oser admettre que je doutais de ma propre belle-fille. Carole est arrivée, portant un pull léger et un sac de légumes frais. Elle s'est assise et m'a regardé droit dans les yeux, avec ce regard vif mais affectueux. « Stella, rien qu'en te voyant, je sais que quelque chose de grave ne va pas. Allez, dis-le, qu'est-ce qui t'inquiète autant ?» J'ai pris une grande inspiration, essayant de ne pas laisser ma voix se briser, mais chaque mot restait coincé dans ma gorge. Je lui ai tout raconté en résumé. L'appel d'Ivan depuis l'aéroport, le passeport d'Araceli, la femme identique dans l'avion, et tous les petits détails que j'avais notés, depuis sa manière de changer de main pour écrire jusqu'à ses humeurs qui changeaient du jour au lendemain. J'ai sorti le carnet de mon sac et je le lui ai tendu. « Regarde, j'ai tout écrit ici. Je ne sais pas si je l'imagine, mais je ne peux plus être naïve. » Carole a feuilleté les pages en fronçant les sourcils. Elle a lu mon écriture tremblante lentement. « Tu as tout remarqué, Stella ?» a-t-elle dit d'une voix grave. Chaque fois qu'elle sort et qu'elle revient, c'est comme si c'était une autre personne. « Tu penses que c'est quoi ?» J'ai secoué la tête, serrant ma tasse. « Je ne sais pas, Carole. Je sais juste que j'ai peur. Peur qu'Araceli cache quelque chose. Peur que ma famille se brise si je creuse plus. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je dois connaître la vérité. Pour Steven, pour Matthew. » Carole a posé sa tasse sur la table et m'a regardée avec détermination. « On ne trompe pas facilement une femme, Stella. Qu'est-ce que ton instinct te dit? Je suis sûre qu'il y a quelque chose de louche. Tu dois aller au bout. » J'ai hésité, et ma voix est devenue un murmure. « Mais si je la juge mal? Et si je fais du mal à Steven ?» Carole m'a interrompu fermement. « Fais confiance à ton instinct. Si tu ne découvres pas la vérité, tu vivras toujours avec le doute et tu ne pourras pas protéger Matthew ou Steven. » À ce moment-là, Madame Jenkins, la dame qui vend des légumes au marché et que je connais, est entrée dans le café. Elle m'a reconnue et a souri. « Madame Brooks, quelle coïncidence! La semaine dernière, j'ai vu votre belle-fille au marché. Elle était si gentille. Elle a même acheté une botte de coriandre en plus pour cuisiner. Mais ce matin, elle est repassée en ayant l'air si sérieux. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle a pris ses légumes et elle est partie. Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre belle-fille? »
J'ai forcé un sourire et j'ai répondu « Elle doit être fatiguée, Marie ». Mais à l'intérieur, j'avais l'impression de me noyer. Une autre personne qui avait remarqué à quel point R.A.I. était étrange. J'ai remercié Madame Jenkins, je l'ai regardée partir, puis je me suis tournée vers Carole. La panique se reflétait dans mes yeux. Carole m'a pris la main et sa voix s'est adoucie. Tu vois, Stella, ce n'est pas juste toi. Même les voisins le remarquent. Ne te mens plus. Continue d'écrire tout ce que tu vois, et s'il le faut, tu devras la suivre. Pas pour lui faire du mal, mais pour protéger ta famille. J'ai hoché la tête, mais mon cœur s'est serré. Je savais que Carole avait raison, mais l'idée de suivre ma propre belle-fille me donnait l'impression de trahir ma famille. J'avais passé toute ma vie à prendre soin de cette maison, et maintenant, je devais faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, enquêter sur l'une des miennes. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi, la tête encore en désordre. Araceli est sortie de la maison en portant son panier rouge habituel. « Maman, je vais au marché un moment », a-t-elle dit d'une voix douce. J'ai hoché la tête, mais dès qu'elle a disparu derrière le portail, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit 15h. Araceli part au marché avec un panier rouge. Attitude normale. Je suis restée là à regarder l'horloge, comptant chaque minute. À 18h, Araceli est revenue, mais le panier qu'elle tenait était maintenant bleu. J'ai été surprise et je lui ai demandé « Tu as changé de panier ?» Elle a souri et a répondu rapidement « Oui, l'autre s'est cassé et une amie m'a prêté celui-ci. » J'ai hoché la tête, mais mes mains tremblaient quand j'ai ajouté au carnet. Revenu 18h ans, avec un panier bleu, voix un peu pressée. Mes notes s'accumulaient. Chaque ligne était un pas de plus vers la vérité, mais aussi un pas de plus loin de l'image de la vieille mère qui ne sait que aimer et faire confiance. Le week-end, Steven est parti tôt faire des heures supplémentaires et Matthew était à une activité scolaire, laissant la maison silencieuse, rien que pour Arai et moi. Je nettoyais la table de la salle à manger, essayant de m'occuper pour repousser les doutes qui me rongeaient. Mais alors, Araceli est descendue de sa chambre dans une robe jaune pâle à fleurs, aussi fraîche qu'à ses premiers jours de mariage. « Maman, je vais au marché un moment », a-t-elle dit d'une voix douce. Elle a pris son panier en osier habituel et est partie. J'ai hoché la tête en souriant, mais à l'intérieur une voix insistait. « Suis-la, Stella, va chercher la vérité. » Je n'ai pas réfléchi. J'ai pris mon vieux châle, je l'ai posé sur ma tête pour cacher un peu mon visage, et je suis sortie en silence, gardant une distance prudente derrière Ar-A-I-Eli. Le soleil était brûlant, la sueur me trempait le dos, mais je m'en fichais. Je voulais juste savoir où elle allait vraiment, ce qu'elle faisait. Araceli a marché vite dans la rue pavée qui menait au marché. Mais soudain, au lieu de tourner à droite comme d'habitude, elle a tourné à gauche dans une ruelle derrière un quartier ouvrier. Les maisons étaient vieilles, serrées les unes contre les autres, avec de la peinture qui s'écaillait et des toits de tôle rouillés. J'ai ralenti, le cœur battant, essayant de me cacher derrière des vélos garés sur le trottoir. Araceli ne s'est pas retournée. Elle a continué. Elle est entrée dans une ruelle encore plus étroite où la lumière du soleil atteignait à peine le sol. Je me suis cachée derrière un atelier de mécanique où un homme se concentrait à serrer des écrous. J'ai vu Araceli s'arrêter devant une vieille porte en bois, frapper doucement, puis entrer et disparaître. Je suis restée là, le souffle court, la tête qui tournait. Que faisait ma belle-fille là-bas? Ce n'était ni le marché ni la maison d'une amie comme elle l'avait dit. Je voulais m'approcher, frapper à la porte et lui demander directement, mais mes pieds semblaient cloués au sol. J'avais peur de la vérité, peur que ce que j'allais découvrir brise tout. Finalement, je me suis retournée et je suis rentrée chez moi, pleine de questions, chaque pas plus lourd que le précédent. J'avais à peine poussé le portail que je me suis figée. Araceli était dans la cuisine, en train de couper des légumes, portant un chemisier blanc, totalement différent de la robe fleurie avec laquelle elle était partie. Elle fronçait les sourcils et m'a regardée avec des yeux froids et perçants. « Où es-tu allée, maman, pour rentrer seulement maintenant ?» Je suis restée figée, la bouche sèche, incapable de dire un mot.
Quelques minutes plus tôt, je l'avais vue entrer dans cette ruelle dans une robe jaune. Comment pouvait-elle être revenue si vite? Et ce chemisier? Je bégayais. Je. Je suis juste allée me promener, c'est tout. Araceli a hoché la tête sans rien dire, mais son regard m'a donné un frisson dans le dos. Je suis montée dans ma chambre en faisant semblant de chercher quelque chose, mais en réalité c'était pour fuir ce regard, pour calmer mon cœur qui martelait ma poitrine. Cette nuit-là, j'étais assise à tricoter quand Matthew a couru dans ma chambre, les joues rouges d'avoir joué dans la cour. Il s'est accroché à mes jambes en sanglotant. Mamie, maman m'a crié dessus juste parce que j'ai fait tomber un crayon. Pas comme hier. Hier, elle était si gentille, elle m'a même fait un câlin. J'ai pris Matthew dans mes bras, je lui ai caressé la tête, mais à l'intérieur je me sentais brûlée. Ta maman était fatiguée, mon chéri. Ne sois pas triste, ai-je dit, mais ma voix tremblait. Matthew a enfoui son visage dans mon épaule et a murmuré « Mamie, je veux la maman d'hier ». Je l'ai serré plus fort, les larmes prêtes à tomber. Les mots de mon petit-fils étaient comme un couteau, gravant encore plus profondément mes soupçons. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée dans mon lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Les images tournaient en boucle dans ma tête. Araceli dans la robe fleurie entrant dans la ruelle. Araceli dans le chemisier blanc debout dans la cuisine. Et la voix d'Ivan. Elle est sur mon vol. J'ai sorti le carnet du tiroir et j'ai écrit une phrase. Je n'osais même pas y croire. Peut-être qu'elles ne sont pas la même personne. Cette phrase sonnait comme une malédiction et m'a fait trembler. Le lendemain matin, j'ai décidé de retourner dans cette ruelle. Je ne supportais plus le doute. J'ai pris la photo de famille accrochée au salon, celle où Araceli sourit radieusement à côté de Steven et Matthew. Je l'ai serré fort et je suis sortie, déterminée mais terrifiée. La ruelle était la même qu'hier, silencieuse et sombre. Je me suis arrêtée près d'un stand de maïs où une femme d'âge moyen éventait les braises. Je lui ai montré la photo et j'ai demandé « Excusez-moi, avez-vous vu cette jeune femme dans le coin ?» La femme a regardé attentivement, puis a pointé du doigt « Oh oui, bien sûr, elle vient et elle repart souvent de la maison numéro 14 là-bas. » Je l'ai remerciée, le cœur dans la gorge, et je suis allée droit vers cette maison. La maison numéro 14 était là, avec ses murs tachés, sa porte en bois qui s'écaillait et un pot avec une marguerite fanée sur l'appui de fenêtre. Je me suis tenue devant, les mains tremblantes, comme si le monde retenait son souffle avec moi. J'ai frappé à la porte et chaque coup résonnait comme un coup de marteau dans ma poitrine. La porte s'est ouverte et je suis restée sans voix. Devant moi se tenait une femme identique à Araceli, du visage au corps en passant par ses longs cheveux noirs. La seule différence était son air effrayé et ses mains tremblantes tenant un chiffon. J'ai balbutié, la voix brisée. « Araceli ?» La jeune femme a sursauté, a serré le chiffon et a voulu claquer la porte. Mais à cet instant, une autre voix s'est fait entendre de l'intérieur, douce mais ferme. « Isidora, ne te cache plus. Tu sais que c'est mal, toi aussi. » J'ai levé les yeux et j'ai vu une jeune femme sortir d'un coin de la pièce, juste derrière celle qui ressemblait à Araceli. Elle était mince, les cheveux en chignon, avec un regard intelligent et bienveillant. Elle m'a regardée et a esquissé un léger sourire. « Je m'appelle Lucy Miller, la colocataire d'Isidora, Madame Brooks. Entrez, s'il vous plaît. Il est temps que vous connaissiez la vérité. » J'ai pris une grande inspiration, essayant d'empêcher mes jambes de trembler, et je suis entrée dans cette petite maison au toit de tôle. Les murs étaient tachés, le sol en béton était fissuré, et une légère odeur de désinfectant flottait dans l'air. Dans un coin, un vieil homme toussait faiblement, allongé sur un vieux lit de camp recouvert d'une couverture effilochée. Je me sentais écrasée par l'endroit, mais j'ai avancé et je me suis assise sur la chaise en bois que Lucie m'indiquait. La femme identique à Araceli a baissé la tête et sa voix n'était qu'un murmure. « Je suis désolée, je ne suis pas Araceli, je m'appelle Isidora. » Je l'ai regardée, l'esprit en tempête, incapable de dire quoi que ce soit. Isidora. Le nom était étrange, mais le visage était trop familier.
J'ai joint les mains, essayant de garder une voix ferme. Expliquez-moi pourquoi vous ressemblez autant à ma belle-fille et pourquoi vous apparaissez chez moi. Isidora a levé les yeux, pleine de culpabilité, mais elle n'a pas répondu tout de suite. Lucie s'est assise à côté d'elle, a versé un verre d'eau d'un vieux pichet en plastique et a commencé à parler. Isidora est très pauvre, Madame Brooks, a dit Lucie d'une voix calme et claire. Ses parents adoptifs sont très malades, surtout le monsieur allongé là-bas. Il y a quelques années, Isidora a rencontré Arai par hasard au marché. Elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, et Araceli en a profité. Elle a proposé qu'Isidora fasse semblant d'être elle, qu'elle la remplace pendant quelques heures chaque fois qu'elle en avait besoin. Isidora ne voulait pas, mais Araceli la payait très bien, et sa famille avait besoin de cet argent pour acheter des médicaments. J'ai regardé Isidora et j'ai vu sa tête baisser, serrant le chiffon si fort que ses jointures blanchissaient. La remplacer pourquoi ai-je insisté, la voix pleine d'incrédulité. Pourquoi Araceli aurait besoin de quelqu'un pour faire semblant d'être elle? Isidora a levé les yeux, la voix tremblante. Je ne sais pas tout, madame. Elle me disait juste, tu restes à la maison quelques heures, tu fais des choses comme aller au marché, t'occuper du garçon. Puis elle me donnait de l'argent, beaucoup d'argent, assez pour acheter les médicaments de mes parents. Je... je n'osais pas en demander plus. Elle a baissé la tête et des larmes ont roulé sur ses joues. Je l'ai regardée, la poitrine serrée. Tous les détails étranges des derniers mois prenaient soudain sens. Le changement de main pour écrire, la personnalité parfois douce, parfois acide, la voix tantôt tendre, tantôt froide. Tout s'emboîtait maintenant, comme les dernières pièces d'un puzzle que j'avais refusé de voir. Lucie a continué avec un regard plus dur. Je ne sais pas si ça aide, mais une fois j'ai vu Arai avec un homme très élégant. Il s'appelle Charles Thompson. J'ai entendu le nom quand ils parlèrent dans un café. Il s'appelait Mon chéri, avec beaucoup d'affection. À ce moment-là, Isidora attendait dehors dans la voiture, ne comprenant rien. Le nom Charles Thompson a été comme un couteau dans mon cœur. Je me suis rappelé les mots d'Ivan. Elle est assise en première classe à côté d'un homme riche. La petite pièce a semblé tourner autour de moi. J'ai essayé de rester calme, mais mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé le verre d'eau. Lucie s'est précipitée pour nettoyer, mais j'ai juste secoué la tête. Ma voix s'est étranglée. Elle, Araceli trompe ma famille. Isidora s'est effondrée, la voix étouffée par les sanglots. Je suis tellement désolée, madame. Je ne voulais blesser personne. Je voulais juste sauver mes parents. J'ai regardé cette jeune femme au visage identique à celui d'Araceli, mais avec une expression pleine de douleur et de regret. J'avais envie de me mettre en colère. J'avais envie de hurler. Mais en voyant Isidora, je n'ai ressenti que de la pitié. Elle n'était pas l'instigatrice. Elle n'était qu'un pion dans le jeu d'Araceli. Tout s'écroulait devant mes yeux. Je me suis levée, essayant de rendre ma voix ferme. Isidora, sais-tu où est Araceli? Sais-tu ce qu'elle fait quand elle te demande de faire semblant d'être elle? Isidora a secoué la tête, toujours en pleurs. Je ne sais pas, madame. Elle me disait juste de faire ce qu'elle demandait et qu'elle me paierait. Je n'osais pas en demander plus. Lucie a posé une main sur son épaule pour la réconforter, puis elle s'est adressée à moi. Madame Brooks, je sais que c'est très douloureux pour vous, mais Isidora est aussi une victime. Elle n'avait pas d'autre choix. J'ai regardé autour de la maison humble. J'ai entendu la toux faible de l'homme sur le lit de camp. Je comprenais le désespoir d'Isidora, mais cela n'effaçait pas le sentiment de trahison que je ressentais. J'ai serré les poings, essayant de retenir mes larmes. Je ne t'en veux pas, Isidora, mais j'ai besoin de connaître la vérité. Je dois protéger mon fils et mon petit-fils. Je me suis levée en ayant l'impression que le monde s'effondrait. Merci, Lucie, de m'avoir dit la vérité. Je reviendrai. Je suis sortie et le soleil éclatant m'a aveuglée, mais mon cœur était glacé. Le lendemain matin, je suis retournée dans cette petite ruelle où les murs tachés et la porte en bois écaillée étaient devenus une obsession. Le soleil était toujours brûlant, mais je sentais un froid intérieur, comme si je portais un vent glacial fait de doutes non résolus.
J'ai frappé à la porte du numéro 14, serrant la photo de famille comme un talisman qui me donnerait le courage d'affronter la vérité. Cette fois, Isidora n'avait pas l'air aussi effrayée. Elle a ouvert la porte avec un regard encore timide, mais plus calme, et m'a invitée à entrer. Madame Brooks, je vous attendais. Entrez, s'il vous plaît. La maison était toujours aussi petite, avec cette odeur de désinfectant et la toux faible de l'homme sur le lit de camp. Je me suis assise sur la vieille chaise en bois et j'ai regardé Isidora. Elle portait un chemisier simple, ses cheveux attachés en chignon lâche. Elle avait l'air fatiguée mais plus apeurée. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit d'une voix basse: Isidora, je veux rencontrer ta mère adoptive. Je dois comprendre tout ça mieux. Isidora a hoché la tête et m'a conduite vers un coin de la pièce où une femme très mince aux cheveux entièrement blancs était allongée dans un lit, les yeux voilés fixant le plafond. C'était Madame Jones, la mère adoptive d'Isidora. J'ai pris sa main fragile et je me suis présentée. Je suis Stella Brooks, la mère de Steven, le mari d'Araceli. Madame Jones m'a regardée, respirant difficilement, et a dit d'une voix faible: Isidora n'est pas de mon sang. C'est une enfant que j'ai adoptée quand elle était nouveau-née. Ces mots ont été comme un coup de marteau dans ma tête. Je me suis figée, le cœur battant plus vite, mais j'ai essayé de garder une voix calme. S'il vous plaît, dites-moi comment tout ça s'est passé. La dame a toussé, puis elle a commencé lentement à me raconter une histoire à laquelle je n'étais pas prête. Il y a de nombreuses années, j'étais infirmière dans un hôpital d'une petite ville, a-t-elle commencé, la voix tremblante. Une famille très pauvre a eu des jumelles. Elles étaient si pauvres qu'elles ne pouvaient pas garder les deux. La mère pleurait. Elle disait qu'elle ne pouvait en garder qu'une. L'autre, ils allaient l'abandonner. Mon cœur s'est brisé. Je ne pouvais pas les laisser abandonner ce bébé. Alors je l'ai adopté. C'est Isidora. Elle s'est interrompue pour une longue toux, puis a regardé Isidora avec un amour immense. Je l'ai élevée comme si elle était la mienne, mais je sais qu'elle a toujours voulu retrouver ses vrais parents. Je n'ai rien à lui offrir à part mon amour et cette maison. Je suis restée là, agrippant le bord de la chaise, la tête qui tournait. Savez-vous qui sont les parents biologiques d'Isidora? Ai-je demandé, la voix tremblante. Madame Jones a secoué la tête. Je sais seulement qu'ils étaient une famille pauvre d'une ville voisine. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. Je voulais juste sauver l'enfant. J'ai regardé Isidora la tête baissée, les larmes coulant. Madame Brooks, je ne sais rien de mes parents biologiques, a-t-elle dit, la voix étranglée. Mais quand j'ai rencontré Araceli, je me suis dit qu'elle savait peut-être quelque chose. Elle me ressemble tellement, mais elle ne m'a jamais rien dit là-dessus. J'ai manqué d'air. J'ai demandé à Madame Jones de me montrer ses vieux papiers, espérant trouver un indice. Elle a indiqué une vieille commode en bois. Isidora a sorti une enveloppe de papier jauni et me l'a donnée. À l'intérieur, il y avait une copie de documents d'hôpital avec la date de naissance d'Isidora. Je les ai lus vite et j'ai senti mon cœur s'arrêter. La date de naissance d'Isidora était exactement la même que celle d'Araceli, celle que j'avais vue sur ses papiers quand elle a épousé Steven. J'ai serré les documents de mes mains tremblantes et j'ai regardé Isidora. Toi et Araceli pourriez être des sœurs jumelles, ai-je dit, la voix perdue. Isidora s'est effondrée en larmes, se couvrant le visage. Alors, Araï est ma sœur. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Pourquoi m'a-t-elle fait faire tout ça? Je l'ai regardée, le cœur brisé. Je me suis rappelé les jours où Araceli était entrée dans ma maison, radieuse et sûre d'elle, comme si elle était née pour être l'épouse et la mère parfaite. Je l'avais aimée. Je croyais qu'elle rendrait Steven heureux. Mais maintenant, je savais qu'elle n'avait pas seulement trompé ma famille, elle avait aussi profité de sa propre sœur, l'utilisant comme doublure pour cacher des secrets que je n'osais même pas imaginer. Je me suis levée, j'ai posé ma main sur l'épaule d'Isidora, et ma voix, bien que ferme, ne pouvait cacher la douleur. Isidora, à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus personne profiter de toi. Je vais aider tes parents pour leur maladie, mais en échange, tu dois coopérer avec moi. Je dois faire éclater cette vérité pour Steven, pour Matthew. Isidora a hoché la tête, toujours en pleurs. Je vais vous aider.
Je ne veux plus vivre dans ce mensonge. Je l'ai regardé et j'ai vu de la sincérité dans ses yeux. Et pour la première fois, j'ai senti un rayon d'espoir au milieu de la tempête. J'ai quitté la maison et j'ai marché dans la ruelle, l'âme en tumulte. Je suis passé près du marché animé où les gens achetaient et riaient. Mais dans mon esprit, les mots de Madame Jones résonnaient comme des cloches. Deux jumelles, l'une abandonnée, l'autre élevée. Et maintenant leur destin s'était croisé dans ma propre famille. Je suis rentrée chez moi, l'âme en désordre, comme un champ après l'orage. La vérité sur Araï et Isidora, le secret des jumelles, était un rocher écrasant ma poitrine. J'étais à une croisée des chemins à laquelle je n'étais pas préparée. Affronter ma belle-fille, la femme qui nous avait tous trompés, et révéler la vérité à Steven et à Matthew. Cette nuit-là, j'ai appelé Ivan. Ma voix était ferme, même si mon cœur tremblait. Ivan, tu dois rentrer demain soir. Il y a des choses que j'ai besoin que tu clarifies. Ivan a été surpris. J'entendais l'inquiétude dans sa voix. Maman, il s'est passé quelque chose de grave? J'ai dit franchement, tu viens, mon chéri, j'ai besoin de toi. Et si tu peux, apporte le passeport électronique d'Araï. Il n'a pas posé d'autres questions. Il a juste dit, oui, maman, je serai là. J'ai raccroché et je me suis assise avec l'impression que le monde s'effondrait. Je savais que le lendemain soir serait une nuit que personne dans cette famille n'oublierait. Le lendemain, je me suis levée tôt et j'ai préparé un grand dîner de famille. J'ai mis une nappe blanche sur la table, allumé des bougies. J'ai cuisiné le chili que Steven aime tant et le poisson rôti que Matthew réclame toujours. Je voulais que ce dîner soit spécial, non pas pour célébrer, mais pour marquer un avant et un après. J'étais dans la cuisine à couper des légumes, mais mon esprit était ailleurs, entre cette ruelle sombre et les paroles d'Isidora. Je me suis dit que je devais être forte pour Steven, pour Matthew, mais chaque coup de couteau me semblait être une entaille dans mon propre cœur. Steven est rentré alors que la nuit tombait, fatigué du travail. En voyant la table mise, il a été surpris. « Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi tu as fait autant à manger, maman ?» J'ai souri, essayant de paraître calme. J'avais envie qu'on ait tous un bon dîner. Assieds-toi, mon chéri. Ara y est entrée avec sa robe bleu clair, un sourire doux mais un peu de nervosité dans les yeux. Matthew a couru s'accrocher à mes jambes. « Mamie, le poisson sent trop bon !» Je lui ai caressé la tête, une boule dans la gorge. Je savais qu'après cette nuit, le sourire innocent de Matthew pourrait ne plus jamais être aussi insouciant. Nous nous sommes assis à table, et au début l'atmosphère était animée. Steven parlait du travail. Matthew racontait avec enthousiasme le dessin qu'il avait fait à l'école. Ara Iseli hochait la tête, commentant parfois, mais j'ai remarqué que sa main tremblait un peu quand elle tenait sa cuillère. J'ai pris une grande inspiration et j'ai fait signe à Ivan qui attendait dehors. Il est entré et juste derrière lui se trouvait Isidora dans une robe simple, le visage identique à celui d'Araceli, mais avec une expression pleine d'angoisse. Tout le monde à table s'est tu. Matthew a regardé, confus, d'Araï à Isidora et a demandé innocemment « Pourquoi il y a deux mamans ?» Steven est devenu pâle, a laissé tomber sa cuillère et Araceli s'est levée d'un bond en criant « C'est quoi ça, maman ?» Je me suis levée, agrippant le bord de la table pour ne pas trembler. « Assieds-toi, Araceli », ai-je dit d'une voix lente mais ferme. « Il faut qu'on mette tout au clair. » J'ai commencé à raconter l'histoire et chaque mot me déchirait. L'appel d'Ivan depuis l'aéroport quand il l'a vue sur un vol pour la France alors qu'elle était encore à la maison, les fois où elle changeait de main pour écrire, sa personnalité parfois douce, parfois acide, et enfin ma visite dans la ruelle où j'ai rencontré Isidora et découvert le secret des jumelles. « Toi et Isidora, vous êtes sœurs jumelles », ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. « Tu as profité de ta sœur pour cacher la vérité. Dis-nous quelle est cette vérité. » Araceli tremblait, le visage blanc comme un drap. Elle a crié en essayant de se défendre. Elle invente tout pour m'humilier. Comment oses-tu? Mais Ivan s'est avancé et a posé sur la table une liasse de papier avec fracas.
Voici une copie de ton passeport électronique avec le tampon d'entrée et de sortie de France, a-t-il dit d'une voix dure. Tu ne peux pas être à la maison et en train de voler vers la France en même temps. Araceli a regardé les papiers, les lèvres serrées, incapable de dire quoi que ce soit. Matthew, assis à côté d'elle, a soudain ajouté d'une voix innocente mais douloureuse. C'est vrai, mamie. Certains jours, ma maman est un ange et d'autres jours, elle est vraiment méchante. Je n'aime pas la maman méchante. Les mots de mon petit-fils ont été comme un coup de poignard et j'ai dû retenir mes larmes. L'air dans la pièce était si lourd qu'il était difficile de respirer. J'ai hoché la tête et j'ai fait signe à Lucie, qui venait d'entrer par la porte de derrière. Elle laisse rester là, le regard acéré, et a dit à tout le monde: j'ai vu Araceli avec Charles Thompson. Il s'appelait Mon chéri, et c'est elle qui a engagé Isidora pour faire semblant d'être elle et tromper la famille. Steven s'est tourné vers sa femme, la voix étranglée. C'est vrai, Araceli? Dis-moi, c'est vrai? Araceli s'est mordu la lèvre, est restée silencieuse un long moment, puis a soudain hurlé, la voix pleine de fureur. Oui, c'est vrai, j'ai un amant. J'en ai marre de cette vie pauvre. J'en ai marre d'être la belle-fille dans cette maison. Charles m'offre une vie 100 fois meilleure. Et toi, Steven, tu ne sers à rien. Ces mots ont explosé dans la pièce comme une bombe. Steven s'est figé, serrant les poings si fort qu'ils en blanchissaient. Matthew a éclaté en sanglots et a couru se réfugier dans mes bras, la voix tremblante. Mamie, qu'est-ce que maman a dit? Je l'ai serré fort et des larmes ont roulé sur mes joues. J'ai regardé Araceli, le cœur brisé. Elle se tenait là, froide, sans la moindre once de remords. Steven s'est levé, la voix tremblante. Araceli, tu le penses vraiment? Elle s'est tournée et est partie sans répondre. Isidora, qui était restée silencieuse sur le côté, a soudain parlé d'une voix basse mais claire. Sœur, tu n'avais pas besoin de leur faire autant de mal. Je voulais juste t'aider, mais je ne savais pas que tu irais si loin. Araceli lui a lancé un regard noir, mais n'a rien dit. Elle s'est contentée de se retourner et de partir. La porte a claqué, laissant la pièce dans un silence douloureux. Après cette nuit de confrontation, l'air de ma maison semblait dépourvu de vie. Le salon, autrefois rempli des rires de Matthew et des paroles de Steven, n'était plus qu'un silence étouffant. J'avais vécu toute ma vie pour ma famille, mais je me sentais comme quelqu'un qui venait de survivre à un ouragan, debout au milieu des décombres du foyer dont j'avais pris tant soin. Araceli était partie après avoir lancé ces mots amers, laissant Steven avec un regard vide et Matthew avec des larmes innocentes. Je savais que tout avait changé pour toujours. Une semaine plus tard, Steven et Araceli sont allés au tribunal pour divorcer. Je n'y suis pas allée, mais Steven me l'a raconté après, la voix sèche, comme s'il avait perdu son âme. Maman, elle ne m'a pas regardé, ni Matthew. Elle a signé les papiers et est partie avec cet homme comme si nous n'avions jamais existé. Je me suis assise près de lui, j'ai pris sa main, essayant de ne pas pleurer. Araceli n'a pas demandé la garde de Matthew, comme si le garçon n'avait été qu'un élément d'une pièce dont elle s'était lassée. Mon cœur me faisait mal, non seulement pour Steven, mais pour Matthew, un garçon de 7 ans qui ne méritait pas d'être abandonné ainsi. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, » ai-je dit, la voix tremblante. « Je serai toujours là, et Matthew ne manquera jamais d'amour. » Mais au fond de moi, je savais que cette blessure mettrait longtemps à guérir. Steven s'est effondré. Il est devenu silencieux, parlait peu. Il s'enterrait dans son travail ou restait assis à regarder Matthew jouer dans la cour. Je regardais mon fils et je voyais dans ses yeux la même tristesse que celle de mon mari Raphaël dans ces derniers jours, quand il savait qu'il ne pourrait plus rester avec nous. Je voulais le prendre dans mes bras et lui dire que tout irait bien. Mais je ne savais pas par où commencer. Heureusement, Isidora est apparue, silencieuse comme une petite lumière dans l'obscurité. Elle venait à la maison chaque jour. Elle apportait des boîtes de nourriture chaude, s'asseyait pour jouer avec Matthew et essuyait ses larmes quand il demandait « Tati, où est vraiment partie ma maman ?» Je regardais Isidora, je voyais ce visage identique à celui d'Araceli, mais avec un cœur complètement différent. Elle était douce,
patiente et trouvait toujours une façon de faire rire Matthew. Un après-midi, j'ai vu Matthew courir se jeter dans les bras d'Isidora avec sa petite voix joyeuse. Maman Isidora, apprends-moi à dessiner un petit oiseau. J'ai été surprise, le cœur serré. Le garçon l'appelait maman, avec un sourire insouciant que je n'avais pas vu depuis longtemps. Isidora a ri et lui a caressé la tête. Bien sûr, mon amour, mais il faut le dessiner très joli pour que je le voie. Je suis restée là, les larmes coulant sur mes joues. Les mots innocents de Matthew étaient rien comme un remède qui apaisait ma douleur. Je savais qu'Isidora n'avait pas seulement remplacé R et durant ses jours de tromperie, mais qu'elle devenait une partie de notre famille avec son propre cœur sincère. Une nuit, pendant que je nettoyais la cuisine, Steven m'a appelé au salon. Il se tenait là, tenant une petite bague de ses mains tremblantes. Son regard était un mélange de nervosité et de détermination. Isidora était à ses côtés, le visage rougi et les yeux brillants. Steven s'est agenouillé, la voix brisée. Isidora, je ne veux plus perdre de temps. Tu as ramené de la lumière pour moi et pour Matthew. Est-ce que tu accepterais d'être ma femme et la maman de Matthew? Isidora a fondu en larmes, me regardant comme pour chercher mon approbation. Je me suis approchée, j'ai pris sa main et j'ai hoché doucement la tête. Tu le mérites, ma chérie. Tu fais partie de cette famille depuis longtemps. Elle m'a serrée dans ses bras. Ses larmes ont trempé mon épaule, et j'ai su que c'était le moment où ma famille commençait à guérir. Le mariage de Steven et d'Isidora a eu lieu peu après. Quelque chose de petit, mais plein d'amour. J'étais dans le jardin, regardant les roses rouges attachées à la clôture, écoutant les rires de Matthew dans son petit costume, en tant que minuscule témoin de son père. Ivan est revenu d'un déplacement professionnel et s'est tenu près de son frère avec un sourire aussi radieux que le jour où il avait enfilé pour la première fois son uniforme de pilote. Je me suis assise au premier rang, les larmes roulant sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de perte, mais de bonheur. Je regardais Isidora dans sa robe de mariée simple, tenant la main de Steven, et je savais que ma famille avait trouvé un cœur sincère. Après avoir perdu une imposture, la vie est revenue à la normale. Isidora a gardé sa vie simple, s'occupant de Steven et de Matthew avec tout son amour. Elle cuisinait des repas chaleureux, chantait à Matthew pour l'endormir avec le même Cielito Lindo que je chantais à mes fils. Chaque soir, elle s'asseyait près de Steven, l'écoutant parler de ses plans et projets avec un regard plein de fierté. Matthew ne demandait plus après son autre maman. Il se blottissait contre Isidora en l'appelant maman avec un sourire rayonnant. Je regardais ma famille et je voyais les blessures se refermer peu à peu. Une nuit tardive, je me suis assise sur le perron. Le vent soufflait doucement dans le jardin. On entendait les rires de Matthew à l'intérieur, mêlés à la voix douce d'Isidora. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu Steven concentré sur son travail, tandis qu'Isidora préparait une tasse de thé pour lui, la posait à côté de lui et lui déposait un doux baiser sur le front. J'ai souri, sentant enfin mon cœur en paix. Je repensais au long chemin parcouru depuis les premiers doutes, depuis l'appel d'Ivan jusqu'à cette ruelle sombre où j'avais découvert la vérité. La vérité avait été cruelle, mais comme mon mari Raphaël avait l'habitude de dire, la vérité te libérera, Stella. Et c'était vrai. La vérité nous a libérés. Elle nous a apporté Isidora et nous a offert un nouveau départ, bien plus lumineux et plus heureux. L'histoire que vous venez d'entendre a été modifiée dans les noms et les lieux afin de protéger l'identité des personnes concernées. Nous ne racontons pas cela pour juger, mais avec l'espoir que quelqu'un écoutera et s'arrêtera pour réfléchir au nombre de mères qui souffrent en silence dans leur propre foyer. Je me demande vraiment, si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Choisiriez-vous de vous taire pour préserver la paix, ou oseriez-vous affronter tout cela pour reprendre votre voix? Je veux connaître votre avis, parce que chaque histoire est comme une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Que Dieu bénisse toujours, et je suis convaincue que le courage nous mène à des jours meilleurs. Merci d'être resté avec moi jusqu'à cet instant.